Vous écoutez France Culture. Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la libre pensée. Michel Vincent reçoit aujourd'hui Kanyana Mutombo, directeur S Relations internationales, consultant international, ancien chargé du programme de lutte contre le racisme et la discrimination à l'UNESCO, directeur de l'Université populaire africaine en Suisse, rédacteur en chef de Regards africains, secrétaire général du CRAN, Observatoire du racisme anti-noir. Il va nous parler aujourd'hui des origines du racisme anti-noir et en quoi il est spécifique d'autres formes de racisme. En effet, le Code noir qui est promulgué sous Louis XIV et ne sera abrogé qu'en 1848 avec l'abolition de l'esclavage va, comme le dit Louis Salamolins, baliser sur du néant le chemin de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, en niant l'histoire justement de ces peuples, en leur niant jusqu'à leur humanité. D'où vient justement l'idéologie qui va sous-tendre cette mise en esclavage légalisée, justifiée par le Code noir? D'où viennent ces hommes, ces femmes, ces enfants? D'une terre que le grand luminaire châtie de tous ses feux, d'une terre qui accouche des monstres dont on prétend que la Bible l'a maudite, dont on affirme, en remontant jusqu'à Aristote, par le long chapelet de syllogismes, que les habitants sont des esclaves de naissance si l'on accepte qu'ils soient des hommes. Fin de citation. Donc à partir de quelle idéologie a donc bien pu se nouer cette monstruosité, ce crime contre l'humanité qu'a représenté le commerce triangulaire qui a touché de manière si violente l'Afrique noire? N'est-ce pas dans la Bible que nous devons chercher pour comprendre l'origine de la traite des Noirs par les Blancs chrétiens et par les musulmans? D'abord, une chose qu'il faudrait rétablir, c'est que effectivement, la spécificité du racisme anti-noir est quelque chose de très récent, parce que jusqu'à présent, ce qui touchait les Noirs était présenté dans la catégorie générale dite du racisme. Donc, il a fallu façonner une spécificité propre à ce qui touchait les Noirs depuis très longtemps et qui marque aussi une certaine antériorité. Alors ce racisme anti-noir, dans sa spécificité, est quelque chose de, paradoxalement du reste, très très mal connu, alors que la massivité et la visibilité de ceux qui en sont victimes est assez évidente. Ainsi, ses origines sont souvent situées dans la traite et l'esclavage des Noirs, voire dans la colonisation, alors qu'il ne s'agit là que des phases du développement de ce racisme spécifique. L'origine de ce racisme, donc, se trouve dans son mythe fondateur, qui est la malédiction de Cam. Cam, qui est le fils de Noé. Je pense que tout le monde connaît qui est Noé, avec son arche, etc. Et donc, Noé qui a maudit son fils, ou du moins la descendance de son fils, pour être l'esclave des enfants de ses frères. Ainsi donc créé par les Hébreux, qui à l'époque avaient développé une certaine négrophobie. Ce mythe va être repris par les Arabes qui vont, les premiers, s'en servir pour élaborer les premiers stéréotypes anti-noirs. Et c'est assez extraordinaire de voir dans la littérature arabe d'avant l'islam et après l'islam tous les stéréotypes anti-noirs qui existent aujourd'hui mais qui sont déjà façonnés à cette époque. Lorsque les Arabes colonisent l'Europe un peu plus tard, ils leur refilent avec la pratique de la traite négrière, le bébé et l'eau du bain, c'est-à-dire ils leur livrent des esclaves, mais aussi tous les préjugés et représentations qu'ils avaient contre les Africains. Et c'est comme ça qu'au moment où l'Europe commence la conquête, ou en tout cas l'exploitation des Amériques, et qu'on trouve que ce serait bien d'aller prendre les esclaves noirs, ben évidemment, ils vont les prendre avec tous les préjugés, et on va trouver les justifications, évidemment, dans la Bible, en disant, voilà, mais de toute façon, on n'a pas à avoir une mauvaise conscience, c'est des êtres qui sont maudits. Et parce que ce mythe biblique de la malédiction des Noirs est partagé par les trois religions dites révélées, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme,
qui sont en même temps des religions qui sont les plus répandues dans le monde. En tout cas, en ce qui concerne l'islam et le christianisme, ce qui permet donc, ce qui contribue à façonner les mentalités sur le plan planétaire carrément. Il suffit de descendre dans le plus petit village chinois. Quand on est noir, on est considéré comme un diable et porteur de toutes les stigmatisations possibles. Et donc, je pense que le racisme anti-noir a pu, grâce à ses fondations bibliques, se trouver répandu dans le monde entier. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'abolition de la traite des Noirs va sonner le glas de la malédiction de Kham et la colonisation du continent africain, en dehors d'être un pillage en règle des richesses du sol et du sous-sol, est-il une suite logique de ce qui précède ? Je pense que l'abolition ne va mettre fin qu'à une pratique, c'est-à-dire l'exploitation esclavagiste. Elle ne va pas toucher au racisme. Les rapports entre les Noirs et les Blancs vont rester irrémédiablement ancrés dans un paradigme d'infériorisation des Noirs et de supériorisation des Blancs. Et ce paradigme n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Les abolitionnistes n'ont jamais plaidé pour la prise en main de leur destin par les Noirs de Martinique ou de Guadeloupe. Et d'ailleurs, ce qu'ils cherchaient, c'est tout simplement les libérer des fers de l'esclavage, mais ils continuent à les considérer comme des êtres inférieurs, qui pouvaient devenir peut-être un peu moins inférieurs par l'évangélisation. Et donc, la colonisation dans ce contexte ne sera que la suite logique de ce qui précède. Elle va servir à constituer un nouveau cadre à la fois d'exploitation économique, mais aussi de développement du racisme anti-noir, lequel va s'affirmer de plus en plus comme une véritable idéologie sur le plan scientifique. On se rappelle de toute cette science qu'on a appelée à l'époque la craniologie, c'est-à-dire l'étude des crânes pour montrer comment les Noirs, au niveau de leur crâne, en tout cas, étaient beaucoup plus proches du singe. Donc, il y a eu ce développement scientifique, sans compter sa vulgarisation à travers les os humains. Il y a une belle exposition en ce moment à Paris, au Quai Branly, qui montre comment ces os humains ont permis de vulgariser toutes ces théories scientifiques sur l'infériorité et le primitivisme des Noirs. Oui, les théories eugénistes vont largement renforcer cette idée au début du XXe siècle. Mais est-ce qu'on peut dire que le véritable crime, en dehors du massacre des forces vives de la population africaine, puisqu'on sait que la population, la force vive a été pillée au moment de l'esclavage, mais que le véritable crime de l'Occident est l'évangélisation du continent entier qui a détruit des pans entiers de civilisation africaine? On peut effectivement l'affirmer, surtout lorsqu'on met en avant la spécificité de la colonisation de l'Afrique. Très souvent, les gens, quand on parle de colonisation, disent « mais vous, les Africains, vous mettez tout sur le dos de la colonisation, mais voyez, l'Inde, par exemple, émerge, mais l'Inde a été colonisée par les Anglais. » Et d'autres pays, le Maghreb, par exemple, qui a toute une autre évolution, en tout cas un cycle de développement assez différent de l'Afrique. Mais on a tendance à oublier qu'il y a une spécificité, quelque chose que l'Afrique subsaharienne, en tout cas l'Afrique noire a connu, que les autres colonies n'ont pas connu, c'est la désacralisation du sacré africain. Parce que la domination des peuples par la colonisation des peuples vaincus, cette colonisation à des fins d'exploitation économique, leur stigmatisation comme nation inférieure, a revêtu une dimension supplémentaire en Afrique avec la destruction systématique et bien ciblée du sacré africain. En dehors des dégâts collatéraux, aucune mosquée, aucun temple bouddhiste ou shintoïste, etc., n'a été détruit de manière systématique et ciblée, alors que ça l'a été pour les lieux et les objets de culte africains. Les lieux ont été saccagés, brûlés. S'il fallait développer une plantation de cacao, de canne à sucre, etc., sur un lieu sacré, on mettait le feu et on commençait à planter du cacao, du coton, etc. S'il fallait construire une route, un chemin de fer pour pouvoir évacuer les matières premières, on n'hésitait pas à le faire. Et tous les objets de nos cultes, pour nos cultes, se retrouvent aujourd'hui dans les musées d'ethnographie. Moi, jusqu'à présent, j'ai beaucoup de mal à aller au Quai Branly parce que je risque
de faire quelque chose d'assez pour lequel je risque de me retrouver longtemps en prison. Détruire le sacré d'un peuple, c'est détruire ce peuple. Et il n'est pas étonnant que les Africains, avec d'autres peuples réduits à cette primitivité et dont on a détruit le sacré. Vous prenez les Amérindiens, vous prenez les aborigènes d'Océanie, ils sont dans la même situation, mais eux, ils ont pratiquement disparu, ils sont extrêmement marginalisés. Les Africains noirs sont le seul peuple qui reste encore plus ou moins debout, mais ces peuples n'ont pas beaucoup confiance en eux. De tous les colonisés, on voit bien que c'est les colonisés qui ont beaucoup de mal à se mettre debout, à rester vertical, parce qu'on a brisé en eux ce qu'il y a de plus profond, de plus spécifique, en tout cas à un être humain, c'est-à-dire le sacré. Oui, on ne devrait plus avoir à traiter ce sujet, puisque les hommes sont aujourd'hui égaux en droit. Mais est-ce qu'on peut, d'un coup de baguette magique, effacer tant de siècles d'oppression et tout ce qui peut en résulter du point de vue psychologique pour les opprimés, mais aussi pour les oppresseurs ? Je pense que tout cela est possible dans la mesure où on passe par la déconstruction. La déconstruction, pour moi, est un impératif absolu. La déconstruction des préjugés, la déconstruction de tout le racisme comme tel. On ne peut éradiquer le racisme sans déconstruire tous les stéréotypes, tous ces préjugés qui circulent encore aujourd'hui, plusieurs siècles après, et de manière souvent où on se trouve soi-même surpris d'être dans ce racisme sans qu'on se rende compte. En Suisse, par exemple, on a assisté à des situations paradoxales et vraiment surprenantes. On a vu une organisation antiraciste dirigée par des Noirs aller jusqu'à traduire en justice une autre organisation antiraciste pour racisme. Parce que quand on combat des préjugés, parfois on peut reproduire ces préjugés sans les savoir, parce que très souvent les gens qui se lancent dans la lutte contre le racisme s'y lancent par bonne conscience, parce que c'est à la mode, etc. Mais ils ne sont pas passés par la case départ, la case essentielle qui est d'abord commencer à déconstruire soi-même ces préjugés. Et quand on ne le fait pas, évidemment, on se trouve souvent pris au dépourvu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une similitude entre le problème des Noirs, justement, et le problème des femmes ? Et effectivement, vous parlez d'une déconstruction nécessaire. Et est-ce qu'il ne faut pas, effectivement, cette déconstruction avant de pouvoir avancer vers l'égalité d'une société non pas multiculturelle, mais désethnicisée ? Quand on parle du racisme anti-noir et qu'on parle du sexisme, il y a beaucoup de parenté entre ces deux formes de racisme. Parce que depuis la conférence de Durban organisée par l'ONU en 2001, il y a plusieurs formes de racisme et le sexisme fait partie de ce qui est reconnu comme le racisme, au même titre que le racisme anti-noir, l'antisémitisme, l'islamophobie, etc. Et ces similitudes entre ces deux formes de racisme viennent du fait que c'est des mecs. C'est des mecs qui ont créé, en tout cas, ces idéologies. Et je vais parler des mecs blancs, parce que ce sont eux qui ont créé à la fois le racisme anti-noir et le sexisme. Et en plus, ces deux formes de racisme partagent donc la même origine biblique. Parce que l'infériorité de la femme est bien... Quand on voit le récit de la création, on a tout compris. Ils partagent le même mécanisme de leur construction, mais aussi de leur déconstruction. Et cette reconstruction de la personnalité des victimes passe ainsi, notamment par des mesures de discrimination positive. Il y a eu tout un débat ici en France là-dessus, mais on n'a pas le temps d'aborder ça. De décolonisation des esprits, etc. Toutefois, à côté de ces axes symétriques entre ces deux formes de racisme, il y a quelques asymétries entre eux. Par exemple, la différence de l'emprise de l'idéologie sur l'autre, c'est-à-dire l'infériorité de la femme et la supériorisation de l'homme est quelque chose d'endogène à la société occidentale, comme à la société arabe et à d'autres sociétés, etc. C'est quelque chose d'endogène. La femme est liée déjà par Dieu à l'homme, alors que l'homme noir n'est pas nécessairement lié, en tout cas dans l'idée des racistes, n'est pas nécessairement lié à l'homme blanc. L'homme blanc peut s'en passer. C'est pour ça qu'il y a eu des tentatives d'extermination, etc. Donc nous vivons le racisme
comme quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose d'exogène. Et donc, pour nous libérer, nous avons sans doute beaucoup plus de facilité de nous libérer parce que nous sommes beaucoup moins liés. Là, il y a le couple homme-femme, mais le couple homme blanc, homme noir est un couple qu'on peut aussi diviser à un certain moment, ne fût-ce qu'au niveau stratégique dans la lutte contre le racisme anti-noir. Et en plus, l'autre différence avec le sexisme, c'est qu'il y a une vie avant le racisme anti-noir. Avant le sexisme, on ne sait pas s'il y a une vie. Il y a eu certainement une vie, mais on ne la connaît pas encore. Il faut encore aller à sa découverte. Mais nous, les Noirs, nous avons une vie avant l'arrivée des Blancs, avant l'arrivée des Arabes. Et cette vie, on la voit encore aujourd'hui à travers des vestiges de l'Égypte ancienne. Quand on voit tous ces monuments, on voit qu'il y a une personnalité. Et donc, pour nous, nous avons des motifs là de pouvoir mieux nous libérer. Alors, pour vous, que peut signifier la libre pensée dans ce contexte en 1 minute, puisque je crois qu'on arrive au terme de cette émission, très rapidement? Oui, très rapidement, je dirais que la libre pensée est un impératif de déconstruction permanente pour moi. Elle s'inscrit dans un processus qui doit déboucher sur un autre impératif, celui de la reconstruction de la représentation de l'autre, de l'acceptation de l'autre, y compris le respect véritable de sa dignité. Dans ce sens, la libre pensée traduit pour moi le souci de l'objectivité de la vérité en dehors de toute autre forme de contrefaçon, etc. Ça résonne à moi comme un peu l'Ubuntu. L'Ubuntu, qui est c'est la sagesse africaine, qui est à la fois philosophie, éthique, des lettres avec l'autre, et dont la valeur cardinale est la recherche de la vérité, de l'authenticité. C'est qui rappelle la Maat, qui était bien ancrée dans l'esprit des pharaons noirs de l'Égypte ancienne. Merci, Kanyana Mutombo.